Lancement officiel de la maison du chargeur, une nouvelle structure dédiée à l'accompagnement des acteurs du transport et du commerce. C'est au compte de la direction générale du Conseil guinéen des chargeurs. Préparatif de Miss Guinée, les candidates s'entraînent pour 30 jours, une manière de rester concentrés sur les sujets à débattre pendant la compétition. Les dispositions en termes de formation sont déjà prises. C'est tout pour le sommaire. Quelques jours après son départ de Conakry, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est rejoint au Gabon par Dr Maurice Ndan Kouyaté. Il lui a transmis les salutations et remerciements du chef de l'État Mamadi Doumbouya. Opportunité pour les deux pays de renforcer leurs liens de coopération. Makemed Ozo nous fait le point. Le rapprochement entre Conakry et Libreville devient de plus en plus concret. Hier lundi, le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Kouyaté, a été reçu par le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une visite officielle pour lui transmettre les remerciements du président Mamadi Doumbouya et du peuple guinéen suite à sa participation au lancement du programme Simandou 2040. La Guinée a lancé le plus grand projet minier au monde, Simandou 2040. Et la Guinée a été honorée, le chef de l'État de la Guinée a été honoré par la participation effective de son Excellence le Président de la République gabonaise. Ils ont aussi maintenant la mission de conduire leur peuple, le bonheur vers la prospérité. Cette rencontre a aussi permis d'aborder des sujets concrets de coopération bilatérale. Les présidents Nguema et Doumbouya vont ouvrir un couloir diplomatique inédit, devant conduire la population vers la prospérité. L'envoyé spécial du président Mamadi Doumbouya vient sur cette opportunité. Ce grand projet a été aussi une occasion d'échange, d'expérience. C'est pourquoi le président m'a chargé dire à son frère, le président Doumbouya, que le Gabon va partager une expérience avec la Guinée et qu'ensemble, ces deux pays peuvent donner aussi la voix aux autres pays africains qui ont des richesses minières et qui doivent aussi sortir ces richesses pour en faire la prospérité du peuple respectif. Il y avait aussi sur la table d'autres sujets d'intérêt commun, comme l'ouverture d'ambassades de part et d'autre et le renforcement des échanges commerciaux entre les pays. Retour à Conakry, on parle adoption de la loi de finances rectificative 2025 en recettes, tout comme en dépenses. Les nouvelles prévisions sont déclinées. On note une progression de plus de 24% par rapport à l'initiale. Abdoulaye Diallo, compte rendu. Moins de 3 semaines après la présentation en plénière du projet de loi des finances rectificative de l'année 2025, les constitutionnels ont donné leur quitus au gouvernement. Cette décision du constitutionnel de la transition est intervenue après un examen minutieux du droit en commission et intercommission. Ainsi, le projet se caractérise par l'intégration des dépenses initialement prévues dans la loi des finances initiale et couvrant plusieurs domaines. Les hypothèses macroéconomiques ont été sensiblement modifiées. Le taux de croissance est porté à 7,2%, l'inflation baisse 5% et le taux de change du franc guinéen reste fixé à 8 500 francs guinéens pour $1 américain. De plus, le taux d'investissement passe de 5 à 7,5% du PIB et les prix des denrées sur les marchés restent pratiquement inchangés. Les modifications intervenues lors de l'exécution au semestre du budget de l'État se résument comme suit. Financement de plusieurs projets d'infrastructure par des émissions de titres d'État, hauteur de 6 348,32 milliards, dépassement du paiement des arriérés antérieurs de 2600 milliards à fin juillet 2025 par rapport à l'inscription initiale de 2400 milliards. La rallonge de crédit de 700 milliards pour le financement des activités du programme de la transition. Le président du Conseil national de la transition a salué le caractère et participatif des travaux menés en commission et intercom. Les travaux en commission ont mis en lumière
plusieurs défis structurels, dont parmi les plus préoccupants, la rétrocession des ressources aux collectivités locales. Sur 1430,84 milliards mobilisés, seulement 131,8 milliards, soit 9,2%, sont rétrocédés à l'ANAFIC. Cette décision, contraire à la législation et à l'esprit de la décentralisation, commet l'équité territoriale, notamment en matière de développement. L'appurement de la dette sur un stock audité de 5 000 milliards, une faible part seulement est réglée. Le CMT rappelle que l'audit postérieur à l'ordonnance est illégal et recommande d'impliquer l'ordre des experts comptables. Des insuffisances dans les secteurs sociaux. L'hôpital Niasdine, par exemple, on note une absence totale de scanners, des installations d'animation défaillantes, une morgue non équipée. Malgré les efforts consentis pour la construction d'écoles modernes, la situation est préoccupante au niveau de l'arrière-pays. Des écoles demeurent dans un état de vétusté et au pire, des étudiants encore sous des hangars. Lors des débats, les conseillers nationaux ont exprimé des préoccupations et formulé des recommandations pertinentes à l'endroit du gouvernement. Nous parlons beaucoup de Simandou 2040 et le monde entier regarde. Tout le monde dit que ça bouge en Guinée. Si vous venez dans nos hôpitaux à Niasdine et trouvez la situation qui est décrite ici, vous allez dire, il y a Super Chéri. De quelle Guinée on nous parle? Et nous en sommes conscients, nous allons tout faire, nous y attaquer. Et de façon méthodique, comme le président Mamadi sait le faire quand il s'attaque à un problème. En ce qui concerne la route Mamou-Labé et puis Mamou, nous sommes très avancés, je le dis sous couvert du ministre des Infrastructures. On n'est pas loin du lancement des travaux. Vous vous souviendrez que nous avions connu un déficit budgétaire de 3,03. On est à 4,07. Cette variation est motivée justement par la présence de certains investissements par voie de titres. Au chapitre des recommandations, le CNT insiste sur deux urgences nationales: la rétribution effective des ressources aux collectivités locales et l'appurement de la dette intérieure. Deux engagements dont la concrétisation devrait être perceptible avant l'examen de la loi des finances initiale de l'année prochaine. Une question dans ce journal. Que devient le droit d'utilisation sociale d'un travailleur qui quitte le privé pour l'administration publique et vice-versa? La Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de prévoyance sociale trouvent enfin un accord sur la question. Il s'agit de clarifier les responsabilités dans la prise en charge du travailleur concerné. Mamadi Ternakamisoko pour les éclairages. C'est une réforme majeure qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement guinéen d'assurer des assurances sociales équitables et de garantir la continuité des droits des travailleurs. Depuis plusieurs années, des milliers d'agents ont quitté le secteur privé pour intégrer l'administration publique versement. Une mobilité qui soulève une question essentielle. Que deviennent les droits acquis depuis des années de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse nationale de prévoyance sociale? C'est pour y répondre que ces deux institutions ont signé une convention destinée à clarifier les responsabilités et déterminer laquelle doit prendre en charge les droits du travailleur. La Caisse nationale de sécurité sociale couvre l'ensemble des travailleurs du secteur privé et assimilé, et quant à sœur de la prévoyance sociale, c'est l'ensemble des fonctionnaires. Il n'est pas normal que nous soyons membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale où il y a la portabilité des États. Et c'était incongru d'avoir cette portabilité vers les frontières et ne pas l'avoir à l'intérieur d'un même pays où DES travaille bien, où deux caisses ont opéré des réformes. C'est vraiment une avancée majeure pour la République de Guinée. Parce que imaginez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres qui se trouvent dans cette situation, qui étaient dans le privé, qui se retrouvent dans le public, qui étaient dans le public, qui se retrouvent dans le public. Avec
directives du président de la République. Vous avez vu aujourd'hui la Caisse nationale de prévoyance sociale ainsi que la CNSS, surtout avec le leadership ministère de la fonction publique. La Guinée vraiment est en avance sur tout ce qui est sécurité sociale. Pour garantir l'effectivité de l'accord et accélérer le traitement des dossiers, une mission paritaire a été mise en place. Cette convention signée s'aligne sur la vision de renforcement de protection sociale au bénéfice des salariés qui livrent dans le public ou dans le privé. Les signatures qui viennent d'être faites ne sont pas de simples signatures. Ce sont des actes qui vont changer le quotidien des Guinéennes et des Guinéens. C'est l'occasion, moi, de remercier les deux directeurs généraux de la CNSS et de la CNPS et toute leur équipe pour leur loyauté, leur fidélité et leur engagement à matérialiser en action concrète la vision du chef de l'État. De 2021, maintenant, on a un chapelet de résultats sur la sociale. Ces dernières années, la CNSS et la CNPS ont engagé des réformes durantes pour moderniser le système de protection sociale. Révalorisation et émancipation des pensions, mise en œuvre de la couverture sanitaire et adhésion aux institutions internationales spécialisées. Des réformes qui témoignent d'une volonté commune d'offrir un système plus juste, plus efficace et mieux adapté à la réalité professionnelle des travailleurs guinéens. Top départ de la vaccination intensifiée. Des équipes de santé et volontaires sont sur le terrain depuis le 14 novembre. Principal objectif, toucher le maximum d'enfants et renforcer leur protection. Son assaillant. Dans le cadre de la protection continue des populations contre les maladies évitables par la vaccination, le ministère de la Santé, à travers le programme élargi de vaccination PEV et en collaboration avec les directions communales de la santé, mène depuis le 14 novembre une campagne de vaccination intensifiée sur l'ensemble du territoire national. Pendant 6 jours, nous serons sur le terrain pour une campagne mutualisée. Et il s'agit là de la vaccination couplée à la supplémentation en vitamine A et aussi l'enregistrement intense. Là, nous avons 8 antigènes au compte du PEV de routine que nous sommes en train d'attraper, qui protègent les enfants contre beaucoup de maladies. Les premières heures de la campagne, plusieurs sites de vaccination, centres de santé publics, écoles, marchés et points mobiles ont été activés pour accueillir parents et enfants des équipes mobiles, sillonnement les zones rurales et périurbains afin d'atteindre les ménages les plus éloignés. J'ai vacciné mon enfant parce que les agents de la santé m'ont parlé d'importance accepter de vacciner l'enfant pour que mon enfant bénéficie des anti pour avoir la meilleure santé. Ça permet à l'enfant de bien faire sa croissance, d'éviter les maladies qui peuvent empêcher la bonne évolution de la croissance de l'enfant. Cette campagne nationale vise à atteindre une couverture maximale pour mieux protéger la population, prévenir les maladies évitables par la vaccination. Avec le ministère des Transports, lancement officiel de la maison du chargeur. Je vous l'annonçais au sommaire, la structure a pour mission l'accompagnement des acteurs du transport et du commerce, une innovation de la Direction générale du Conseil guinéen des chargeurs. Abraham Christophe Conté. C'est devant les membres du gouvernement, les opérateurs économiques, les acteurs du transport et cadres du Conseil guinéen des chargeurs que le projet sur la maison de chargeurs de Guinée est lancé. Un projet structurant porté par la Direction générale du Conseil guinéen des chargeurs. Cette structure moderne est pensée comme un guichet unique où les chargeurs pourront désormais trouver assistance, conseil et services administratifs. Avec cette plateforme, la Direction Conseil entend faciliter le parcours de milliers d'opérateurs confrontés jusque-là à procédures complexes et coûteuses. Je voudrais réitérer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Par sa vision de refondation, par sa volonté de modeler la chaîne de logistique et commerciale, il impulse une dynamique nouvelle qui nous engage à repenser nos services, nos outils et nos méthodes de travail. Cette maison de chargeurs s'inscrit pleinement
dans la vision du gouvernement du transport, de la logistique et du commerce extérieur des leviers essentiels du développement économique de notre pays. Elle accompagne également la mise en œuvre des orientations du programme SIMU 2040 qui place la modernisation de la chaîne logistique au cœur des priorités nationales. Cette maison de chargeurs n'est désormais pas un seul espace administratif. Elle se veut dorénavant un lieu d'écoute, distance, d'orientation et de dialogue permanent entre les opérateurs économiques. Cet outil stratégique moderne vient ainsi répondre aux besoins du secteur en mutation. Cet outil naît au bon moment pour essayer de nous fournir qu'on puisse résoudre nos problèmes et relier nos efforts pour que le résultat final soit porté à tout un chacun. Le gouvernement, à travers le ministère des Transports, continue à accompagner toutes les actions qui s'inscrivent dans la vision de modernisation, d'intégration et de compétitivité économique prônée par le chef de l'État. Je tiens à reconnaître la qualité du travail accompli par l'équipe du Conseil des chargeurs, dont la mobilisation et le professionnalisme étaient déterminants pour la concrétisation de cette initiative. Conformément aux actions et aux ambitions définies par le président de la République, le Conseil guinéen des chargeurs poursuit avec détermination sa feuille de route axée sur la modernisation du secteur. Au cours de cette cérémonie de lancement, la direction générale du Conseil a rédigé un lexique qui est présenté pour orienter les opérateurs, un instrument qui devrait être au service de la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Elle a en outre mis l'occasion à profit pour installer officiellement le représentant du Conseil burkinabé des chargeurs en Guinée. On enchaîne avec la mobilité urbaine, mais sans fausse note. Les élèves sont impliqués dans la démarche. C'est à la faveur de la 4e édition du programme VIA 2025, un programme qui lutte contre les accidents de la circulation. À Conakry et Kindia, 14 écoles sont touchées. Nabila Moussa Kamara. C'est la 4e édition du programme VIA 2025. Elle a réuni 14 écoles de Kia et de Conakry. Pour réduire le taux d'accident de la circulation sur le chemin de l'école et ailleurs, plusieurs élèves sont formés et sensibilisés grâce à ce programme éducatif. La Fondation Total Énergie et la Fondation Michelin poursuivent la mise en œuvre du programme visant à sensibiliser et former les jeunes pour avoir une mobilité responsable. Nous ne célébrons pas seulement une édition entre écoles, nous célébrons une idée, un mouvement, celui d'une jeunesse consciente, responsable et actrice de sa propre sécurité. Nous célébrons une vision partagée, celle d'un monde où chaque enfant se déplace en toute sécurité, où l'art devient un espace d'apprentissage, de responsabilité, non de danger. Ces élèves sont désormais considérés comme des ambassadeurs de la mobilité. En cette cérémonie de clôture du concours VIA 2025, des prix ont été décernés à plusieurs écoles. Une synergie d'action pour sauver des vies. Je remercie l'ONG et DIFEM parce que c'est à cette ONG qu'on a pu faire tout ça et à nos points fait notre principal. C'est une offre de soulagement pour moi, une grande satisfaction. Et je suis très ravi, très content. Après cette étape de sensibilisation des élèves sur la mobilité sûre, ces bénéficiaires sont appelés à partager les connaissances acquises à leurs amis, mais aussi au reste de la côté. De la langue turque, la session profite à une trentaine de militaires, une deuxième promotion pour donner force à la coopération militaire entre la Guinée et la Turquie. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire.
Sélectionnés sur la base d'un test ouvert à l'ensemble du personnel, ces militaires font désormais partie de la deuxième promotion du laboratoire de langue turque. Cette cérémonie marque officiellement le lancement de leur formation à l'école militaire interarmée de Guinée, EMIA, un événement rehaussé par la présence des autorités militaires et des coopérants militaires turcs venus témoigner de l'importance de ce partenariat linguistique et stratégique. Que cette promotion trouve dans cette formation non seulement un enrichissement professionnel, aussi un vecteur d'amitié et de partenariat durable entre nos noms. Ce programme n'est pas seulement un apprentissage linguistique, il représente un pont solide d'amitié et de coopération entre la Turquie et la Guinée. À travers la langue turque, nous partageons également notre culture, nos valeurs et notre histoire commune. Dispensée par la Fondation Marif, cette formation devrait permettre aux militaires guinéens d'acquérir des compétences linguistiques devant dans leur future mission. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le premier jour du cours qui pourrait être un tournant dans nos vies. Bien que l'exercice d'apprentissage d'une langue étrangère soit difficile, les récompenses qu'il offre sont inestimables. L'apprentissage de la langue turque est l'un des segments majeurs de la coopération militaire avec la Turquie. Il contribue à la montée en puissance des forces armées guinéennes en s'inscrivant pleinement dans la dynamique de forme engagée par les autorités militaires. Ce partenariat turco-guinéen que nous avons l'honneur de traduire ici dans le domaine de la formation interarmée ne cesse de renforcer à travers des initiatives concrètes, pragmatiques et bénéfiques pour nos nations. Depuis le 5 septembre 2021, la coopération militaire entre la Guinée et la Turquie s'est diversifiée. Cette dynamique se traduit notamment par l'envoi des stagiaires guinéens en Turquie dans le cadre des programmations spécialisées. Aujourd'hui, une vingtaine d'étudiants issus de ces centres poursuivent leur cursus en Turquie. Sensibilisation sur le projet Simandou, la campagne se poursuit à Farana. Le collectif Diaspora est au contact de la jeunesse et c'est pour faciliter la compréhension de ce méga projet. Bakary Bambakonde. La préfecture de Farana, carrefour historique et culturel, la 5e étape de la tournée de sensibilisation du collectif Diaspora sur le projet et le programme Simandou. La rencontre qui s'est tenue dans une ambiance d'écoute et de dialogue a réuni un large public assuré de comprendre les enjeux de ce méga projet pour l'avenir de leur région et de la Guinée. Le projet Simandou pose des problématiques environnementales très importantes. Cependant, l'État a pris des mesures drastiques pour protéger notre environnement. L'agence guinéenne d'évaluation environnementale fait une évaluation. C'est un processus qui permet justement de mesurer l'impact que le chantier peut avoir sur l'environnement. Le collectif a rappelé sa mission, informer les populations sur les opportunités et les délier aux grands projets de développement comme Simandou afin de favoriser une large participation citoyenne. Par rapport à leur explication que vraiment le projet Simandou c'est avantageux pour nous les femmes au niveau de l'éducation, de la santé, de l'économie. Donc tout ça va dans l'avantage de nous-mêmes. La jeunesse aujourd'hui est notre cellule ouvrière. Ça veut dire quoi? Le fait que le projet, la diaspora soit venu aujourd'hui nous instruire sur les réalités de Simandou, vraiment ça nous a beaucoup rafraîchi le cœur. En fournissant des informations claires et en ouvrant un espace de dialogue, le collectif de la diaspora a permis aux habitants de Farana de mieux appréhender les enjeux de ce projet d'envergure et de se positionner comme des acteurs éclairés du développement de la Guinée. Période électorale, réflexion sur les mécanismes d'alerte précoce des conflits. Les points focaux de la moyenne Guinée s'adaptent aux nouvelles exigences et une manière de prévenir toute situation litigieuse lors de la prochaine présidentielle. Sarafoudine Diallo, Nabilay Moussa Kamara. La menace sécuritaire continue de freiner la mise en œuvre des projets de développement et menace la stabilité nationale. Anticiper les tensions, les points focaux de la moyenne Guinée se retrouvent pour échanger sur les mécanismes d'alerte précoce
face aux conflits électoraux à venir. Objectif, renforcer la remontée rapide d'informations vers le centre national afin de faciliter une prise de décision efficace. Une instruction de M. le Premier ministre chef du gouvernement est de faire des relais de communication au niveau de nos points focaux dans les 8 régions administratives, savoir ce qu'il faut pour pouvoir prévenir pour les prochaines échéances électorales qui vont arriver bientôt, dans le cadre du retour de l'ordre constitutionnel de notre pays. Après le référendaire, il était nécessaire quand même qu'on se retrouve avec les électeurs pour faire le point de la situation par préfecture par rapport au potentiel qui est susceptible d'empêcher le bon déroulement du scrutin prochain. Durant la rencontre, les participants sont formés à l'identification des signes de conflits préélectoraux et à la transmission rapide sur le terrain. Nous allons faire la restitution auprès des OEC, des organisations, auprès de la société civile. Ensuite, nous allons recueillir des informations auprès des communautés et alerter le gouvernement et ensuite proposer des solutions et aussi assurer le suivi et l'évaluation des activités sur le terrain. Le centre de coordination du mécanisme d'alerte précoce se positionne aujourd'hui comme un outil stratégique de prévention des risques sécuritaires, un dispositif essentiel pour préserver la paix et la sécurité en Guinée comme dans l'ensemble de la CEDEAO avant, pendant et après les élections. Et puis, cette nouvelle approche, il s'agit de l'agriculture hors sol. Pour le moment, il faut préparer les esprits. Ça se passe à Mandiana. Les femmes rurales sont ciblées. Objectif, lutter contre la famine et la pauvreté. Noumousso Diakité, précision. À Mandiana, une approche agricole attire l'attention des acteurs du monde rural. Il s'agit de l'agriculture hors sol, une méthode innovante promet d'améliorer la productivité tout en préservant les sols. Au centre d'autonomisation des femmes de Wassolon, plusieurs groupements féminins prennent part à cette formation pratique. Ils sont encadrés par une technicienne en hydroponie venue du Burkina Faso. En allant vers cette méthode-là, ça nous permet de produire sans tenir compte de l'état du sol, sans tenir compte du climat et avoir 4 fois plus de résultats que quand on passait, même si le sol était vraiment parfait. On a fait en sorte que 52 personnes venant de la préfecture de Mandiana soient formées à une nouvelle agriculture qui s'appelle hors sol. Rendre la production agricole plus résiliente face aux effets néfastes de la dégradation des sols et au changement climatique, une opportunité pour les participants de diversifier leurs sources de revenus tout en améliorant la sécurité alimentaire locale. À travers cette nouvelle méthode, nous espérons désormais atteindre notre objectif en apprenant aux autres femmes de nos communautés à la pratiquer. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances seulement, mais il faut pratiquer. Parce que quand vous ne pratiquez pas, vous allez oublier. Donc, arrivez dans vos différentes localités, vous allez organiser des sessions de restitution et de pratique. Cette expérience pilote suscite de l'espoir au sein des groupes féminins qui comptent faire désormais de l'agriculture hors sol un levier majeur de transformation agricole dans toute la préfecture. Dans la région voisine, Farana, pour parler de conseil et machinisme agricole. Les jeunes sont au cœur d'une formation qualifiante. C'est l'une des retombées de la collaboration entre la FAO et le département de la jeunesse. Ibrahima Oulenfofana. Dans cette salle polyvalente de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, le conclave des acteurs locaux pour parler de l'appui à la formation qualifiante et à l'insertion professionnelle des jeunes du conseil et du machinisme agricole. Ici, la FAO et du ministre de la Jeunesse ont une ambition commune, celle de faire de l'agriculture un véritable levier d'emploi, d'innovation et de transformation sociale. Il s'agit du lancement d'un projet, un projet en collaboration avec la jeunesse qui a pour objectif de former des jeunes hommes et femmes dans le conseil agricole et le machinisme agricole et de leur donner la possibilité d'avoir des opportunités concrètes en matière d'emploi et d'insertion socio-économique.
Il y a un besoin énorme en matière d'entretien, en matière de réparation, en matière même de conduite de ces engins-là dans le domaine agricole. Investissant dans le conseil agricole et le machinisme, la FAO et le ministère de la Jeunesse ouvrent ensemble des perspectives pour moderniser durablement le secteur rural. Le machinisme agricole constitue aujourd'hui un pilier incontournable pour accroître les capacités de production, réduire la pénibilité du travail et améliorer les conditions de vie des habitants. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'organisation
remise officielle des attestations aux 1500 participants. Cela prouve à suffisance que la jeunesse guinéenne aujourd'hui est résolument engagée à se construire, à se façonner, et tout en connivence avec l'idée ou la politique prônée par le président de la République, Mamadi Doumbouya, notre souveraineté économique. Les participants ont bénéficié de sessions intensives portant sur les compétences professionnelles, le développement personnel, l'esprit entrepreneurial et les techniques d'employabilité, avec pour ambition renforcer leur autonomie et leur accès au marché du travail. Parmi eux, certains ont bénéficié de l'accompagnement direct d'Am Group à l'île de cette dame revenue de l'aventure de la Tunisie. Elle est prise en charge par Am Group pour une formation complète de 2 mois à Nangem-Point-Gankan. Une autre a été accompagnée pour la survie de son entreprise. J'ai trouvé la formation de l'âge Ali Badara Kondé bénéfique. Les échanges, et l'âge Ali Badara Kondé s'est engagé à m'aider à suivre une formation à un poids. Et monsieur le directeur général de l'hôpital a pris en charge ma mère malade. Cette formation de masse gratuite, menée indépendamment par Ali Badara Kondé, PDG d'Am Group et d'Am Conseil, complète les nationaux de promotion du capital humain et favorise un climat citoyen. Si la jeunesse de Kindia se réveille, la jeunesse de Kindia, formation, c'est parce que le développement d'un pays, c'est d'abord la jeunesse. Et un groupe est venu former la jeunesse. La première promotion de cet ambitieux programme de formation porte le nom de la mère du président de la République, conférant une dimension symbolique à l'initiative et saluant un engagement matériel souvent évoqué comme source de valeur et de détermination dans le parcours du chef de l'État, lui-même un modèle pour ses jeunes. Gouvernance locale participative, la commune de Sophonia est en expérimentation. Le code révisé des collectivités fait l'objet d'appropriation par les responsables à la base. C'est pour déboucher sur une bonne gestion administrative. Marouane Kamara. Ils sont essentiellement constitués des membres des conseils de quartier, administrateurs et présidents de jeunesse de la commune de Sophonia. Ces acteurs locaux, l'école de la gouvernance locale participative. Ici, le code révisé d'activité locale est passé au pain fin pour une meilleure appropriation. L'année dernière, nous nous sommes fixés un certain objectif que nous avons atteint. Et cette année, pour l'année prochaine, nous voulons démarrer encore avec de meilleures performances. Et pour cela, nous avons tenu à faire cette formation à travers le soutien de la Direction nationale des collectivités pour nous aider à mieux outiller nos chefs de quartier sur leur rôle et leurs responsabilités au niveau du quartier. Nous avons par exemple le rôle et la responsabilité des élus locaux, des chefs de quartier, dans le processus de la décentralisation. C'est un module vise à transmettre les savoir-faire sur le plan juridique et à chaque quartier de mieux jouer leur rôle dans le processus de décentralisation au niveau de Sophonia. Ce renforcement de capter des représentants des communautés à la base vise à vulgariser les bonnes pratiques administratives afin qu'elles puissent répondre aux besoins des collectivités locales. À rendre notre capacité de s'occuper de notre population, de faire de tout, en fait, de travailler dans l'harmonie. Après le premier tour, là, il y aura un deuxième tour pour la formation des chefs-secteurs pour pouvoir fonctionner normalement nos activités courantes au niveau de nos différentes juridictions. Ce conclave d'échanger va s'étendre sur 3 jours. Il constitue un tremplin pour promouvoir l'efficacité administrative à la base. Ces participants accordent un intérêt particulier aux modules enseignés, comme le civisme, l'assainissement, la paix et la cohésion sociale en Guinée. Hors du pays, en France, l'association des jeunes Guinéens renouvelle son bureau exécutif. Aboubakar Traoré succède à Timbo Bari. Cette élection symbolise la maturité et l'ambition d'une jeunesse décidée à pleinement contribuer au développement de la Guinée. Moussa Komara. L'Assemblée générale élective du nouveau bureau de l'Association des jeunes Guinéens de France. Un moment fort de la vie de cette plateforme créée il y a près de 20 ans. L'occasion pour le bureau sortant de présenter les acquis
de son mandat. Aujourd'hui, la JGF est la structure de la diaspora qui a une capacité la plus élevée de mobilisation de la diaspora. On a aujourd'hui aussi cette capacité de mobilisation de nos partenaires. Je pense que il y a une semaine, on était à la 5e édition du Sol Emploi. On a eu près de 2000 personnes, plus d'une trentaine d'exposants. Que la crème de la crème des entreprises guinéennes, des institutions vous font confiance et font le déplacement pour participer, c'est une grosse satisfaction. Après un vote en ligne de plusieurs heures, le nouveau est élu à la majorité. À sa tête, Aboubakar Traoré qui symbolise une nouvelle génération engagée et ambitieuse. Un grand sentiment de fierté. Il y a beaucoup de responsabilités au niveau de ce poste-là. Il y a beaucoup de potentiel au niveau de la diaspora. Il va falloir cette ambition-là, relever ce jeu. Moi, de mon côté, je sais beaucoup de choses à faire encore. On peut aller beaucoup plus loin au niveau de l'association, structurer les ressources financières de l'association, travailler sur le sentiment d'appartenance des bénévoles, créer de nouveaux éléments pour fédérer la diaspora. Entre héritage et ambition, cette association offre un nouveau souffle. Ici, les attentes sont nombreuses pour une diaspora tournée au changement. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités pour les jeunes qui quittent la Guinée pour la France, qu'il y ait des opportunités de travail, par exemple, sur l'alternance, sur le logement et aussi sur la démarche administrative. Porter la diaspora guinéenne, c'est le rêve qui caresse ce nouveau bureau tout au long de son mandat. C'est l'un des titres de ce journal. Concours de beauté Miss Guinée, 6e édition placée sous le haut patronage de la première dame, Lauriane Doumbouya. Place aux préparatifs. Les candidates s'entraînent pour 30 jours. Une manière de rester focus sur les sujets à débattre lors de la compétition. Des dispositions en termes de formation approfondie sont déjà prises. Abdoulaye Diallo, Mohamed Bangoura. Cette retraite des candidates de Miss Guinée est une période de préparation où les candidates sont isolées du monde extérieur pour se concentrer sur leur formation, leur préparation mentale et physique, ainsi que sur les activités spécifiques liées au concours. La rencontre est une étape décisive pour le comité, car elle marque ici la rentrée officielle solennelle de nos candidates finalistes au programme de résidence. Le programme de résidence est un programme de rencontre, de formation, de coaching, mais aussi de performances qu'on a mis parmi les activités au sein du programme d'activité globale du comité, qui permet ici de remplir les capacités des candidates, d'être outillées, d'être mieux préparées pour affronter notamment la grande finale. Cette année, 24 candidates, dont 12 de l'Inde du pays et 2 de la diaspora, vont concourir autour du thème « L'homme dans les métiers techniques et industriels pour une meilleure participation dans le Simandou ». Ce thème met en avant le rôle clé que les femmes peuvent jouer dans le secteur stratégique du développement national. C'est la même détermination qui m'a encore aujourd'hui et je pense que je suis plus que préparée pour remporter la couronne nationale. Pour cette édition, j'attends une compétition équitable, valorisante, enrichissante, où chaque candidate aura la chance de relever son défi. La finale de ce grand événement qui célèbre la beauté physique et intellectuelle des jeunes filles aura lieu le 13 décembre. Culture toujours, célébration de la nuit du cirque et cette bonne nouvelle, la réalisation très prochaine d'un centre d'excellence, un engagement des autorités et ses partenaires. Cela fait suite à un spectacle inédit de Circus Baobab, pays invité d'honneur, le Royaume du Maroc. Plus de détails avec Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Ce spectacle époustouflant qui met en exergue le génie créatif de ces acrobates du Circus Baobab. C'est à l'occasion de la 2e édition du cirque qui consacre le Maroc comme pays invité d'honneur. Projections et prestations en live montrant les prouesses du groupe Circus Baobab dont l'un des précurseurs, Bakala Kamara, est célébré. Aujourd'hui, mon cœur est en train de pleurer parce que j'attendais celui-là depuis longtemps. Même si je ne suis plus là, mon rêve est réalisé. Et c'était ça. L'ambassade du Maroc est dorée
d'avoir été associé à nouveau à ce bel événement et cette fois-ci en tant que pays invité d'honneur et ravi que la direction artistique de la NIF ait choisi d'associer la troupe marocaine Colo Colo, créativité et l'audace illustrent l'effervescence artistique qui anime le Royaume du Maroc. Grâce à un partenariat multisectoriel et un appui du Royaume du Maroc et la France à travers l'AFD, un centre d'excellence des arts turcs de Guinée va être construit. Ce centre d'excellence adoptera un cursus multigrade, offrant plusieurs niveaux de formation. Un parcours de technicien supérieur, BTS, pour les apprenants disposant de niveau requis de parcours secondaire 2, c'est-à-dire le niveau lycée. Un parcours de certificat d'aptitude professionnelle pour les apprenants disposant du niveau requis du parcours secondaire 1, collège. Un parcours professionnel qualifiant pour les jeunes qui n'ont pas pu poursuivre les études ou qui sont en abandon scolaire. À travers cette initiative, le gouvernement démontre sa volonté de formaliser et valoriser les métiers d'excellence longtemps relégués au second plan, en leur donnant un cadre académique et des diplômes reconnus à l'international. Et pour finir, douleur et consternation suite au décès de Ernest Beldoré, artiste chanteur émérite de la région forestière. Il a succombé, l'a dit, le 16 novembre dernier. Ernest Beldoré était l'un des piliers du patrimoine culturel de la région forestière et de la Guinée. Chanteur talentueux, il avait le don de transvaloriser la riche tradition de son terroir à travers les chansons. Son œuvre musicale demeure un précieux héritage, témoin de son attachement à l'identité guinéenne. Reposez en paix. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis d'innovation. Les programmes se poursuivent. Constante fidélité à tous. À très vite.